Bon bah écoutez, on va commencer. Bienvenue dans cette conférence slash masterclass sur les protocoles de communication pour l'embarquer. En fait, ce format, c'est le tout premier du serveur. Le but, c'est de présenter en une petite heure, de manière interactive, un sujet technique à destination des débutants en électronique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ça soit en levant la main, vous avez un bouton pour lever votre main sur le bas, là, au niveau, à côté du bouton accroché. Ou bien vous pouvez les poser aussi directement dans le salon vocal et on les regardera. Je ferai des pauses au cours de la conférence pour justement répondre aux questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, même si vous vous sentez à un moment donné largué ou voilà, vous demandez. Le but c'est que ça soit interactif et de garder le plus de gens possible. Pour me présenter succinctement, donc moi c'est Esteban, je suis passionné par l'esprit maker, l'électronique, l'informatique depuis maintenant 10 ans et aujourd'hui je suis ingénieur en électronique et système embarqué. Le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez compris, vous l'avez choisi il y a quelques semaines, il concerne les protocoles de communication pour l'embarqué, parce qu'on a tous entendu, et vous l'avez tous entendu parler d'UART, de SPI, d'I2C, qui permettent donc de faire parler votre ESP32, votre Arduino, avec vos capteurs, vos écrans, vos modules, mais finalement, quelles sont leurs différences? Quels sont leurs avantages? En existe-t-il d'autres? Et ben on va voir tout ça ensemble ce soir, si cela vous va. Alors, on va commencer avec... Hop, je vais mettre un petit pointeur laser. Vous voyez bien l'écran normalement. Je vais commencer avec un petit peu de réseau, avant de se jeter dans le vif du sujet, avec quelques généralités qui vont être assez simples, pour faire déjà comprendre certaines différences qui sont fondamentales entre les protocoles. On parle typiquement de liaison point à point quand on a seulement deux équipements et pas plus qui peuvent communiquer ensemble. Typiquement, vous avez un Arduino avec un module Bluetooth HC05. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres modules Bluetooth sur votre ligne, c'est pas possible. Donc on dit que c'est une liaison point à point là entre votre Arduino et votre module radio. Tandis qu'on parle de bus cette fois-ci, et pas celui qui vous amène en cours, quand il y a plusieurs équipements qui utilisent une seule voie pour communiquer ensemble, et tout le monde va être relié en fait sur cette voie pour parler. Par exemple, ici un Arduino avec un capteur de temps, une horloge RCC pardon, et un écran OLED. Donc tout ça va être branché sur les mêmes fils et communiquer à l'aide d'un bus. Là, vous pouvez déjà comprendre que finalement, mettre en place un bus, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut d'abord savoir à qui on parle. Est-ce que l'Arduino parle à l'écran ou est-ce qu'il parle à l'horloge? Comment ils parlent ensemble? Quand est-ce que l'un a la parole, puis l'autre? Afin d'éviter qu'il y ait deux équipements qui parlent ensemble et donc que ça fasse des corruptions sur la ligne. Ou bien qu'il y a deux équipements qui changent ensemble alors qu'ils n'ont rien à faire. On n'a pas envie que l'écran échange avec l'horloge. En fait, finalement, c'est comme une conversation. Si je vais en privé avec des frères, on peut parler ensemble, j'ai pas besoin de connaître son pseudo, y a pas de souci, tout se passe bien. Par contre, donc ça c'est une liaison point à point. Par contre, si ici tout le monde active son micro, et que je demande vous avez mangé quoi ce midi, ça va être le gros bazar, personne va comprendre. Donc voilà, en électronique c'est pareil, il faut organiser la parole pour pouvoir savoir qui parle, quand parle et comment. Un petit peu, une autre différence fondamentale existe aussi dans la manière d'envoyer les données. Typiquement, on parle de liaison série, vous avez tous vu ce terme, liaison série, serial, quand on parle de serial port, c'est ça justement. Lorsqu'on envoie en fait des bits les uns à la suite des autres sur un lien. Donc je m'avance un peu par exemple, mais c'est le cas de l'UART. Vous avez un fil pour le TX, vous avez un autre pour le RX, c'est-à-dire une liaison dans chaque sens, et les bits circulent à la suite, les uns à la suite des autres. C'est aussi le cas par exemple pour l'USB, pour les disques durs en SATA que vous avez dans vos PC, c'est pareil, c'est une liaison série. Et on fait la différence avec une liaison parallèle, qui signifie qu'on envoie simultanément en fait une série de bits. Donc ici par exemple de D0 à D7, on va envoyer 8 bits, mais ça peut être 16, ça peut être 32 bits, voire plus,
mais toujours en même temps. C'est-à-dire qu'on a 8, 16, 32 lignes qui vont en même temps échanger un bloc de données. Par exemple, c'est le cas du bus PCI dans les PC, qui sert à votre carte graphique, à échanger avec votre processeur. Ou bien la RAM aussi. C'est pour ça que vous avez autant de pins sur ces cartes-là. Parce que c'est des bus parallèles, ça échange une multitude de données à la fois. Et en fait, ça a l'avantage de pouvoir être très rapide, puisqu'il communique pas par bit, il communique par bloc de données d'un coup. Un exemple concret que vous avez peut-être vu avec Arduino, bien que on les voit de moins en moins, c'est des écrans parallèles, des écrans à cristaux liquides 16:2. Et typiquement, parmi tous ces fils, il n'y en a que 8, ici en bleu, là, qui sont utilisés pour transmettre les commandes ainsi que les caractères. Ce qui, comme vous le voyez, prend quand même énormément de place. On a quand même 8 fils et ça prend la plupart des pins de notre Arduino. Et là, dans cet exemple-là, si vous voulez envoyer la lettre E, vous devez envoyer simultanément tous les bits du code ASCII, on verra plus tard ce que c'est le code ASCII, de la lettre E. C'est ce qui code la lettre en fait, c'est 8 bits qui codent la lettre. Donc là, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc typiquement, vous êtes obligé d'avoir les 8 pins qui envoient simultanément chaque bit pour former la lettre E. Les protocoles qu'on va voir ce soir, c'est des protocoles qui sont que des protocoles série. On reverra pas d'exemples similaires. Protocoles parallèles, c'est moins utilisé quand même dans le domaine de l'embarqué. Donc on laissera ça pour une autre fois. Autre notion que j'aimerais aborder, que vous avez déjà peut-être vu, c'est une différence liée à la présence d'un signal d'horloge ou pas. Alors, pour définir, un signal d'horloge, c'est un signal binaire qui varie entre 0 et 1. Et dans notre cas, à chaque coup d'horloge, c'est-à-dire à chaque fois que vous voyez une montée, là, ici vous en avez une, là vous en avez une, là vous en avez encore une autre, à chaque fois que vous avez une montée, vous allez pouvoir échanger un bit, échanger de l'information, soit un 1, soit un 0. C'est comme en musique, en fait, il faut le voir comme le tempo qui rythme la communication. Puisqu'en fait, c'est elle qui règle la vitesse à laquelle l'Arduino, par exemple, et le capteur parlent. Ça peut aller très lentement, A, B, C, D, ou bien ça peut aller beaucoup plus vite, A, B, C, D. Échanger plus vite d'informations dans le même temps. Donc, sachant ça, on peut définir ce que c'est une communication synchrone, qui, lorsqu'en plus d'avoir des broches pour échanger les données, par exemple TX-RX, on a une ligne qui est dédiée spécialement pour transmettre ce signal d'horloge, en fait pour cadencer notre communication avec un rythme régulier. C'est la ligne SCK en SPI par exemple, ou la ligne SCL en I2C. Et à contrario, lorsqu'il n'y en a pas, on dit que la communication est asynchrone. Dans ce cas-là, c'est aux équipements, à l'émetteur et au récepteur, de se mettre d'accord, qui vont échanger ensemble, de se mettre d'accord sur quelle vitesse ils vont parler sur la ligne. C'est le cas de l'UART par exemple, lorsque vous réglez le baud rate. En fait, vous réglez cette vitesse. Bon, on en reviendra encore très vite. Une dernière notion que j'aimerais parler, c'est lié au duplexage. En fait, ça veut dire dans quel sens peut passer l'information. Typiquement, on parle de communication simplex lorsqu'il y a un seul émetteur, et donc quelqu'un qui parle, et un récepteur, quelqu'un qui entend, mais celui qui entend, il ne peut pas répondre. C'est le cas, par exemple, de la télévision ou la radio que vous avez, la radio FM que vous avez dans la voiture. On ne peut pas interagir avec Fun Radio ou avec TF1 directement, c'est pas avec votre poste, c'est pas possible. Donc voilà, c'est exactement de ce vocal aussi, je vous parle et vous ne pouvez pas directement répondre. A contrario, vous avez le half duplex. Ça, c'est une communication qui est bidirectionnelle, donc qui va aller dans les deux sens. Deux équipements peuvent parler ensemble, mais pas en même temps. C'est le cas, par exemple, des talkie-walkies, pour ceux qui en ont déjà utilisé. On peut parler dans un et être reçu dans l'autre, mais quand on parle dans l'un, on peut pas entendre. Si l'autre parle en même temps, on peut pas entendre. On n'entend rien. Donc on fait que parler, puis après, si l'autre veut parler, on est obligé d'arrêter de parler, d'arrêter d'émettre, puis on reçoit.
Et le full duplex, vous l'aurez peut-être compris, c'est quand deux équipements peuvent parler ensemble et, cette fois-ci, en même temps. Si je vous démute tous ici, dans le vocal, on peut parler tous en même temps et s'entendre. Donc maintenant, vous pouvez flexer en disant que Discord offre des canaux vocaux full duplex, parce que, bah oui, c'est le cas. Et en finalité, lorsqu'un microcontrôleur va échanger avec un autre équipement selon le protocole, ça peut être du simplex, ça peut être du half duplex ou encore du full duplex. Pire que ça, avec l'UART par exemple, on le connaît très souvent avec deux lignes, TX et RX. Bon, je spoil un peu, mais c'est du full duplex. Mais il est possible de faire de l'UART sur une seule ligne, ça existe. Soit en simplex, t'as qu'un émetteur et un récepteur et le récepteur peut pas parler, ou soit en half duplex, l'un parle, puis l'autre parle. Mais vous allez me dire, c'est pas de l'électronique tout ça, Esteban. Et ce que je souhaite vous faire comprendre ici, c'est que finalement, l'électronique, c'est fortement lié à des enjeux et à des notions informatiques et réseau. Là, ce qu'on vient de faire, c'est surtout, dans ces quelques slides, c'est surtout du réseau. Ces termes que je vous ai présentés, ils sont utilisés pour décrire la communication entre un Arduino et un capteur, par exemple, mais ils peuvent aussi s'appliquer en partie sur une parabole qui communique avec un satellite, ou bien encore des ordinateurs qui sont connectés ensemble via Ethernet. Avant d'aller plus loin, je voudrais savoir si vous avez des questions. Vous pouvez lever la main sur le channel ou faire un message. Bon, c'est que ça va, je suppose. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous en avez. Tac, tac, tac. Passons maintenant au plus intéressant, on va parler de l'UART. L'UART signifie Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Vous le connaissez probablement bien, puisqu'en fait c'est par là que vous flashez la plupart des microcontrôleurs, que ce soit un Arduino, un ESP. Et en fait, c'est ce que je disais au début, c'est quand vous voyez port série ou Serialcom, c'est le protocole UART que vous avez en fait derrière. Une liaison UART, telle qu'on la voit la majeure partie du temps, elle est composée de 3 fils. 2 fils pour la communication, TX pour l'envoi des données, RX pour la réception, dans l'autre sens, et la masse. Pour l'alimentation, c'est pas standard. C'est pour ça que vous avez de l'UART en 5 volts sur les Arduino et 3 volts 3 sur les USB. Donc faites attention à ça quand vous câblez ensemble. Pour reprendre les termes qu'on a vus tout à l'heure, du coup, l'UART, c'est une liaison qui est point à point, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 équipements. Ici, vous avez un Arduino et un module MP3 qui peuvent échanger ensemble et être connectés ensemble avec TX et RX. Série, parce que les bits qui sont envoyés, ils les sont les uns après les autres, à la queue leu. Et asynchrone, parce que nous n'avons pas de signal d'horloge, le fameux tempo qui guide la communication. Il n'y a pas de ligne dédiée à ça en UART. Et il est aussi full duplex. Vous pouvez envoyer et recevoir des données en même temps, c'est pour ça que vous avez TX et RX. Ils peuvent être utilisés en même temps. Par exemple, pour la communication entre un Arduino et un module MP3 qui va lire des MP3 à partir d'une carte SD, vous connectez le TX de l'Arduino sur le RX du module MP3 et le TX du module MP3 sur le RX de l'Arduino. C'est une liaison qui est dit croisée. C'est ce qu'on voit ici, c'est pour ça que c'est croisé. N'oubliez pas non plus la masse et l'alimentation, si nécessaire. Et vous n'avez rien besoin d'autre pour l'UART. Petit aparté, certains fabricants peuvent inverser TX et RX car ils se placent du point de vue du microcontrôleur en fait. Donc il est possible dans ce cas que vous deviez brancher le TX sur le TX de l'autre, enfin le TX de l'un sur le TX de l'autre et le RX de l'un sur le RX de l'autre. Donc que vous ne croisez pas la liaison série. Dans tous les cas, même si vous vous trompez, ça ne peut pas vraiment endommager votre équipement, sauf si vous ne respectez pas les tensions. 3 volts 3 ou 5 volts selon les équipements. Donc, quand vous avez une liaison UART qui ne marche pas, essayez dans un premier temps de inverser TX et RX, de décroiser les liaisons. Des fois, c'est juste ça le problème. Est-ce qu'il y a des questions sur les généralités de l'UART ? Ça a l'air d'aller, parfait.
Eh ben, analysons maintenant la trame qui compose tout ça, parce que oui, c'est codé. On peut pas échanger ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, enfin n'importe comment sur une liaison UART. Il y a, même si le protocole il est très simple, il y a quand même des règles et des paramètres qui sont à respecter. La trame, elle est créée par le microcontrôleur, le capteur ou bien le moniteur série quand vous l'utilisez, afin d'y mettre dedans toutes les données qu'on souhaite échanger. Donc ceci que vous avez à gauche, là, on appelle ça en électronique un chronogramme. C'est très fréquent d'en voir. Vous avez en fait en vertical les niveaux, donc souvent 0 ou VCC, ici VCC égale 5 volts, donc 0 volts ou 5 volts. Vous pouvez parler aussi dans niveau logique, 0 logique ou 1 logique, 0 ou 1, ou bien même en état bas, état haut, ça veut dire la même chose. État bas égale 0 logique égale 0 volts, état haut égale 5 volts ou VCC égale 1 logique. Donc c'est ça que vous avez en vertical, et en horizontal vous avez le temps. Donc on envoie des bits au fil du temps. Du coup, l'UART au repos, il est à l'état haut, à VCC. La trame, elle commence avec ce qu'on appelle un bit de start, c'est-à-dire la liaison, elle va être mise à l'état bas, signifiant qu'en fait que quelqu'un va parler et qu'une donnée va être échangée. Ensuite, on a cette fameuse donnée, on y reviendra après, mais elle peut faire entre 5 et 9 bits. La plupart du temps, on utilise toujours 8 bits de données, car 8 bits égale 1 octet. Donc c'est beaucoup plus simple d'échanger les octets, et c'est le cas ici dans cet exemple. C'est très simple et efficace, par exemple, pour transmettre des caractères. Et ensuite, on trouve le bit de parité. Alors celui-là, il est optionnel et un peu vétuste, on l'utilise très peu. En fait, il permet de vérifier, sans rentrer dans le détail, qu'il y a une erreur dans la transmission de la trame. Et enfin, on trouve le bit de stop, qui remet la ligne à l'état haut. La durée de ce bit, elle peut être multipliée par 1,5 ou 2, bon, selon la configuration, mais d'habitude, on le multiplie pas, enfin, il fait la même taille que le bit de start. Il prend le même temps que le bit de start, pardon. Et ça permet du coup au receveur d'être prêt pour recevoir la prochaine trame. Voilà pour la structure de la trame. On va faire un exemple pour illustrer un petit peu ça. Ce sera plus parlant. Disons qu'on souhaite envoyer le message Coda, salut Zoltex, en UART. Il faut d'abord récupérer le code ASCII de chaque lettre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ASCII, c'est une norme qui est très connue, populaire et plutôt ancienne, qui code en fait toutes les lettres de l'alphabet, là on va voir A jusqu'à Z en majuscule, minuscule, qui code aussi les chiffres et quelques caractères spéciaux. Et de base, la norme, elle le code sur 7 bits. Donc nous, on va pouvoir récupérer, finalement, traduire nos lettres qu'on va vouloir envoyer en bits, pour pouvoir après les envoyer sur notre communication UART. Donc dans ce cas, si on regarde le cas c'est 1 0 0 1 0 1 1, le O 1 0 0 1 1 1, pardon, j'en ai oublié un, le D pareil, le A pareil. J'ai résumé dans ce tableau-là. Donc finalement, j'ai mes 4 octets de 8 bits chacun, K, O, D, A, avec finalement ce que je dois transmettre pour pouvoir envoyer mon message. Reste plus qu'à construire finalement la trame pour pouvoir envoyer lettre par lettre notre message. On va utiliser des paramètres UART qui sont standards et de loin les plus utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire un bit de start, 8 bits de données, on transmet des octets, aucun bit de parité et un bit de stop. Je souhaite envoyer 4 lettres, donc en fait ça va faire 4 octets comme on l'a vu, et donc il faudra 4 trames à envoyer pour pouvoir que j'envoie mon message complètement, K-O-D-A. Analysons la première ensemble, donc on retrouve notre bit de start qui met la ligne à 0 sur ce chronogramme. Puis après, on a les bits de notre lettre qui sont transmis, et là, si vous regardez, vous voyez qu'en fait, que les bits sont transmis à l'envers. En fait, en UART, on commence par le bit de poids faible, c'est-à-dire le bit qui est tout à droite, et on remonte en fait au bit de poids fort, donc on remonte par la gauche, pour transmettre le 0. Donc c'est pour ça que là on commence par la droite, donc 1, 1, 0, 1, c'est ce qu'on a ici, 1, 1, 0, 1, puis après on continue, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Donc on transmet finalement la lettre à l'envers, les bits à l'envers.
Et finalement, on finit avec le bit de stop qui remet la ligne à l'état haut. En fait, les autres trames suivent la même logique. Là en bas, vous avez les 4 trames qui sont envoyées. Si on regarde le haut, par exemple, vous avez 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, et bien on retrouve pareil, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Voilà, et donc chaque trame est envoyée avec à chaque fois le bit de start pour commencer, le bit de stop pour finir. C'est comme ça qu'on peut envoyer de longs messages en UART. Quand vous faites un serial.print avec votre Arduino, c'est exactement ce qui se place en fait sur la ligne TX de l'UART. Transmet séquentiellement toutes ces lettres. Une fois la trame envoyée, le récepteur, il fait l'inverse. Il rassemble tous les bits qui ont été envoyés, il décode la donnée de la trame pour récupérer finalement juste l'octet qui nous intéresse dans notre cas, et la met à disposition du firmware, ou bien l'affiche sur un écran par exemple. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cet exemple en UART ? Ok, parce que ça a l'air d'aller. Il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est la vitesse. L'UART étant asynchrone, comme on l'a vu, les deux équipements doivent générer eux-mêmes une horloge en interne pour savoir en fait quand envoyer leurs bits et quand les récupérer sur la ligne. C'est le baud rate dont l'unité s'exprime en symboles par seconde, alors c'est un peu indigeste, mais avec l'UART, les symboles sont des bits. Donc en fait, l'unité c'est égal à des bits par seconde. C'est le nombre de bits qu'on peut transmettre en une seconde. Donc par exemple, pour une liaison à 9600 bauds qu'on trouve habituellement, ça veut dire qu'on peut échanger 9600 bits en une seconde. Alors bon, vous l'avez pu le voir, il existe une multitude de vitesses de transmission différentes. Plus elle est élevée, plus la transmission sera rapide. L'important, c'est qu'elle soit la même, toujours la même, entre l'émetteur et le récepteur. Sinon, en fait, il sera impossible de décoder correctement chacun des bits de la trame. Voilà pour l'UART. Passons maintenant au SPI, si vous le voulez, qui veut dire Serial Peripheral Interface. La liaison SPI, c'est un bus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter ensemble plusieurs équipements, par exemple plusieurs capteurs avec un Arduino, mais avec les mêmes fils, avec la même liaison, pour discuter. Alors, un bus, c'est toujours plus complexe qu'une liaison point-à-point, puisqu'en fait, il faut définir déjà qui on parle, qui parle, et avec qui on parle. Une manière de régler ce problème, par exemple, et qui est très utilisée dans les bus, c'est de définir un maître et des esclaves. Alors, petit aparté, ce nommage, il est soumis à controverse depuis maintenant quelques années. Il pourrait plutôt être préférable de passer, de parler de primaire et de secondaire. Mais bon, je vais utiliser les termes maître-esclave parce que c'est les plus connus dans la documentation. Mais voilà. Le maître, dans notre cas, ça va être le microcontrôleur. Et les esclaves, les périphériques. C'est le maître qui va absolument tout contrôler. À qui il parle, à quelle vitesse. Un esclave, il pourra juste communiquer, il ne pourra pas communiquer tant que le maître ne lui donne pas la parole. Une liaison SPI, vous pouvez la reconnaître avec son nombre de fils qui est quand même plus important que les autres protocoles. Avec notamment, vous avez SCK ou SCLK, qui est en fait l'horloge, la ligne d'horloge générée par le maître, qui rythme la communication. Vous avez MOSI, qui veut dire Master Out, Slave In. C'est la ligne qui transmet les données du maître vers les esclaves. Vous avez MISO, c'est l'inverse. Master In, Slave Out. C'est la ligne qui transmet, donc dans l'autre sens, les données vers le maître, donc des esclaves, vers le maître. Et vous avez aussi une ligne Chip Select, ou SS pour Slave Select, qui en fait va être contrôlée par le maître pour choisir avec qui il parle. Lors d'un échange, il ne peut y avoir qu'une ligne CS active à la fois. Ici, vous voyez, vous avez 3 esclaves, il y a 3 lignes, mais il peut y en avoir une seule active à la fois. En fait, ça, c'est fait pour éviter d'avoir 2 esclaves qui peuvent parler en même temps sur le bus.
ce qui rendrait en fait les données sur la ligne MISO complètement incompréhensibles. Donc finalement, voilà, cette ligne, elle est contrôlée, une ligne par esclave, donc ce qui fait que le protocole peut être un peu lourd des fois. Si vous avez 10 esclaves, vous avez 10 lignes SS, mais seulement une ligne active à la fois quand ils échangent des messages. À savoir qu'il n'y a aucune donnée qui est transmise sur cette ligne chip select. C'est que un état pour savoir est-ce que je parle avec toi, est-ce que je parle pas avec toi. Voilà. Donc, si je résume avec les termes qu'on a vus au début, le SPI, une communication sur un bus SPI est série, comme pour l'UART. Les bits sont envoyés en fait les uns à la suite des autres, synchrone cette fois-ci. C'est-à-dire que, en fait, on a un signal d'horloge, le fameux tempo, entre tous ceux qui parlent. À chaque coup d'horloge, un bit va pouvoir être échangé sur la ligne MISO et MOSI. Et full duplex, car les données peuvent être échangées en même temps dans les deux sens, entre le maître et un esclave, grâce en fait aux deux lignes qui sont unidirectionnelles, MISO et MOSI. Chacun vont dans leur sens. Et il peut y avoir des bits en même temps sur ces deux lignes-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la théorie du SPI? C'est quoi les... Ah oui, non, tu l'as dit. Non, j'ai rien dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, je crois que c'est bon. Eh ben, on va voir un exemple. Ça sera peut-être plus clair. Allez. Le SPI, il n'a pas de trame comme l'UART ou l'I2C, qu'on va voir après. En fait, on n'a pas de bit de start, on n'a pas d'adresse, il n'y a pas de contrôle d'erreur. Enfin, en tout cas, il ne définit pas ça. On reçoit simplement les bits les uns à la suite des autres, habituellement par paquet de 8, c'est-à-dire par octet. On aime bien faire les trucs par octet en électronique. Et ça, en fait, finalement, ça a l'avantage de pouvoir transmettre rapidement des données. En SPI, il est très fréquent d'atteindre des vitesses de plusieurs dizaines de mégahertz, c'est-à-dire l'échange de plusieurs dizaines de millions de bits par seconde. On se souvient, 9600 bauds dans UART, c'était 9600 bits. Là, on parle de plusieurs dizaines de millions. On n'est pas sur la même échelle. Et en fait, ça, c'est bien pratique pour pouvoir communiquer avec des écrans qui ont besoin d'être rafraîchis très rapidement. C'est pour ça que vous trouvez souvent le SPI pour les écrans. Là, ici, on va pas prendre un écran, on va prendre un module RFID RC522. C'est des petits modules qui permettent de lire des badges et des tags RFID, typiquement les trucs pour déverrouiller les portes d'immeubles ou les cartes de déjeuner ou de machine à café, ces choses-là. Donc on va voir comment on communique avec le protocole, avec la théorie qu'on a vue juste avant. Bon, pour pas rendre cette masterclass un peu plus compliquée que ce qu'elle ne l'est, on va essayer de lire seulement la version du firmware du lecteur RC522. Cette version, elle est contenue dans le registre à l'adresse 37 en hexadécimal, comme on peut lire sur la datasheet du module. Donc voilà, à la ligne registre 37, version reg, shows the software version, donc affiche la version du software. Donc on va pouvoir la récupérer de là. Un registre, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite zone mémoire avec une adresse. Un registre a toujours une adresse, donc ici son adresse c'est 37 en hexadécimal, dans laquelle on peut lire ou écrire une donnée. Très souvent, ça va être un octet. Dans notre cas, ça sera un octet. La datasheet détaille aussi qu'est-ce qu'il faut envoyer pour lire un registre. En fait, avec ça, on va pouvoir finalement construire notre message pour lui dire « Eh oh, j'ai envie de lire ta version ». Donc nous, on va juste faire une lecture de registre pour après avoir une réponse du module RFID où il va nous renvoyer sa version. On va parler en binaire, ça sera beaucoup plus simple. Donc on regarde le tableau qui est en bas, et en fait il nous dit voilà qu'est-ce qu'il faut échanger pour lire un registre, ou écrire dans un registre. D'abord, il nous dit de placer le 7e bit, on va le faire à l'envers, du 7e bit au 0. Donc le 7e bit, soit tu le mets à 1 pour lire, soit tu le mets à 0 pour écrire. Donc nous on veut lire un registre, donc on le met à 1, ce 7e bit. Puis après il nous dit adresse.
sur 6 bits. Et donc, l'adresse, c'est l'adresse du registre qu'on souhaite lire. Donc ici, 37 en hexadécimal. Et 37 en hexadécimal, ça donne 1, 1, 0, 1, 1, 1. Non, en binaire, pardon. 37 en hexadécimal converti en binaire, ça donne ça. Puis, il nous dit, le LSB, donc le bit tout à droite, vous le terminez par 0. Bon, bah, on s'exécute et on le termine par 0. C'est tout. C'est tout. On peut envoyer ce message-là, et donc il fait un seul octet, 8 bits. Puis le module RFID devrait nous répondre avec son numéro de version. On va analyser un échange avec l'envoi de ce message et la réponse. Ça, c'est un chronogramme réel que j'ai capturé, qui représente toute la communication SPI entre un Arduino et le module RFID. Alors, pour envoyer un message en SPI, il faut tout d'abord dire à l'esclave qu'on souhaite communiquer avec lui, en mettant à l'état bas, c'est-à-dire à 0 volt, la ligne chip select, CS, pendant toute la durée de communication. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire on a la ligne CS qui vient là, qui passe en bas, et qui reste tout du long en bas, jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on ait fini de parler. Dans ce cas-là, elle remonte. Ensuite, l'Arduino, qui est le maître, je le rappelle, il va générer ce signal d'horloge régulier, SCK, qu'on vous voyez en violet ici, où chaque petite flèche que vous voyez qui part vers le haut, là, donc on appelle ça un front montant, il y a un bit qui peut être échangé sur la ligne MOSI, ou MISO, qu'importe. D'où les flèches roses que j'ai pu mettre ici et là, pour dire en fait que simplement, à ce front montant-là, la ligne MOSI elle est comment ? Ah bah elle est haute, donc c'est un 1 qui est changé. Si on va un petit peu plus loin, là où il y a un 0 ici, là, bah, cette flèche-là, on regarde la ligne MOSI, ah bah elle est basse, elle est à l'état bas, et bah c'est un 0 qui est changé. Donc à chaque front montant, on capture le bit. Notre message, il est envoyé par l'Arduino au module RFID sur la ligne MOSI, Master Out, Slave In, en bleu. C'est le début de notre échange. Donc ici, typiquement, on va avoir le message qu'on a écrit juste avant. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, c'est marrant, c'est symétrique. Tac, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. On envoie en fait ce message à chaque front montant. L'Arduino place la ligne MOSI dans le bon état pour pouvoir échanger ces bits-là. Et en vert, vous le voyez, c'est la ligne MISO, Master In, Slave Out. C'est la réponse du module RFID à notre Arduino, qui doit normalement contenir la version. Donc on peut décoder la même chose, ces bits-là, avec les flèches. Donc typiquement, bah voilà, là vous avez un front montant, la ligne MISO, elle est à 1, donc vous avez 1, de même pareil après, 0, 0, 1, puis on repasse à l'état bas, 0, 0, on remonte, 1, puis on finit par 0. On a transmis, enfin le module RFID nous a transmis 8 bits. Et pour savoir ce que ce charabia signifie, il faut retourner dans la documentation du module RFID. Typiquement, il nous dit qu'en fait, que les 4 premiers bits, donc les bits de 7 à 4, elles représentent le numéro de la puce, quelle puce c'est. Donc, normalement, là, il dit qu'il doit être égal à 9, il n'y a pas d'autre chose. Donc, 9 stands for MFRC 522. Et en effet, 1, 0, 0, 1, les 4 premiers bits, correspondent en décimale à 9. Puis, les 4 bits suivants nous disent que 1 pour la version 1.0 et 2 pour la version 2.0. Et ici, bah, on a 0, 0, 1, 0 qui correspond à 2 en décimale. On a une version 2.0 du module RFID RC522. La fin de communication en SPI est toute simple. Elle est donnée par l'arrêt du signal d'horloge sur SCK, puis la remontée à l'état haut du pin CS. Cet exemple, il est simple. J'ose espérer que vous l'ayez compris. Et pourtant, il représente 90% des communications qu'on fait en SPI. On lit, on écrit dans des registres. Alors des fois, bien sûr, sur plusieurs octets, mais ça se passe de la même manière, d'un point de vue de l'échange de données et du protocole de communication. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple ou sur le SPI en général ?
Bah écoute, Ça a l'air d'aller. tout est bon. Yes. Et bah, passons au dernier, celui qui manque, l'I2C, qui est également un bus, comme le SPI. Et il permet de connecter plusieurs équipements ensemble, mais avec beaucoup moins de fils. Donc, tout comme le SPI, nous retrouvons dans l'I2C un maître qui contrôle la communication, et bien sûr, des esclaves. En termes de câblage, on a seulement deux lignes. La ligne SCL, Serial Clock, qui est le signal d'horloge généré par le maître, comme pour le SPI, et SDA, Serial Data, qui est une ligne de données bidirectionnelle pour échanger des données entre le maître et les esclaves. Mais dans les deux sens. C'est une nouveauté pour nous, parce qu'on l'a vu avec l'UART ou le SPI, qu'on avait deux lignes, une dans chaque sens de communication, TXRX, MOSI, MISO. Ici, on utilise une seule et même ligne pour envoyer notre message et recevoir la réponse. Puis on a aussi l'alimentation et le ground, bien sûr. L'I2C, c'est donc un bus qui est série, on envoie toujours les bits les uns à la suite des autres, synchrone, on a une ligne d'horloge, toujours, et cette fois-ci, half duplex. Parce qu'il n'y a qu'un fil, SDA. C'est comme des talkie-walkie finalement. L'un parle sur la ligne, puis l'autre répond après que le premier finit de parler. Les deux ne peuvent pas échanger sur une même ligne. Pas en même temps, pardon. Concernant la vitesse de communication, l'I2C est plus lent que le SPI. La norme spécifie des vitesses allant de 100 kilobits seconde jusqu'à 5 mégabits seconde. Vous avez peut-être probablement marqué sur l'image précédente, voire aussi dans vos montages, l'I2C a besoin de deux résistances, ici nommées R1 et R2, pour pouvoir fonctionner. L'une qui relie SCL à VCC et l'autre SDA à VCC. On appelle des résistances, ces deux résistances, des résistances de pull-up ou en bon français des résistances de tirage. Sans rentrer dans les détails du fonctionnement électronique, parce que c'est pas l'objet de cette masterclass, les lignes I2C ne sont jamais directement reliées à VCC. Autrement dit, sans ces résistances, vous ne verrez jamais l'état haut qui est 3 volts ou 3 volts 3 ou 5 volts sur la ligne, puisque le microcontrôleur ou le capteur ne peut que mettre cette ligne à 0 volts, donc c'est le cas ici tout en bas de l'image. Là ici l'Arduino met la ligne à 0 volts, ou bien la laisser flottante, c'est-à-dire que la ligne agit comme un fil qui est connecté à rien. Et en électronique, on n'aime pas laisser les lignes flottantes, puisque flottant, c'est pas 0, c'est pas 3 volts 3, c'est pas 5 volts, on sait pas, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a des résistances de tirage qui vont forcer les lignes à être AVCC, donc 5 volts ou 3 volts 3 selon ce qu'est VCC. Pour résumer, le microcontrôleur et le capteur donc, peuvent soit mettre la ligne à 0 volts, correspondant à l'état bas, un 0 logique, ou bien laisser la ligne flottante, qui sera automatiquement mis à VCC au travers la résistance de tirage, et correspondra à l'état haut, à un logique. Par contre, il est important de savoir que si la ligne est flottante, donc mise à VCC par la résistance de tirage, donc à l'état haut, si un autre équipement, comme un capteur par exemple, met la ligne à 0 volts, c'est le 0 volt qui prime et qui va être vu sur la ligne, car il n'y a pas de résistance entre la ligne et le 0 volt. Bon, pour les curieux qui voudraient de vraies explications sur l'électronique qu'il y a derrière ce montage et derrière l'I2C, on peut en parler à la fin pour les curieux. Le bus I2C paraît plus simple que le SPI, car il a un câblage beaucoup plus réduit. Avec 4 fils, on pourrait connecter théoriquement jusqu'à 128 équipements. Sauf qu'à première vue, on a toujours les problématiques que je mentionnais tout à l'heure sur un bus. Comment on choisit à qui on parle ? On n'a pas de ligne chip select ici en I2C, comme pour le SPI. Et comment faire en sorte que l'esclave réponde au maître vu qu'il va utiliser la même ligne, SDA, pour discuter ensemble. Donc tout ça va être réglé par le format de la trame du protocole I2C. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la théorie de l'I2C. Ça a l'air d'aller.
Génial. Eh ben, on va analyser alors une trame I2C. Comme d'habitude, c'est toujours le maître qui commence à parler sur la ligne. Celui-ci, il envoie une condition de start, qu'on appelle, mettant la ligne SDA à l'état bas, pendant que SL est toujours à l'état haut. À partir de ce moment, le maître il va générer un signal d'horloge sur la ligne SL, que vous avez là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin. Donc il va rythmer l'échange de bits sur la ligne SDA, donc à chaque front montant, vous allez avoir un bit qui va être échangé sur la ligne SDA. C'est pareil que l'UART ou le SPI. Après cette condition de start, le maître va envoyer 7 bits qui correspondent à l'adresse de l'esclave. Voilà une des magies de l'I2C en fait. Vous n'avez pas de ligne CS de partout, car en fait les esclaves ont tous une adresse qui doivent être différentes les unes des autres. Et avec 7 bits, on peut compter jusqu'à 127. C'est pour ça que vous pouvez avoir en théorie jusqu'à 128 esclaves connectés. Très souvent, l'adresse des périphériques I2C est fixée par le fabricant du module que vous voulez connecter, bien qu'il arrive parfois qu'il y ait un réglage qui soit présent sur le module, sur la petite platine, pour sélectionner un choix entre plusieurs adresses. C'est pour éviter d'avoir par exemple 2 capteurs avec la même référence, avec la même adresse, ce qui ne fonctionnerait pas en fait. Puis on a un 8e et dernier bit de l'octet, qui est le bit read-write. Concrètement, le maître il décide de mettre à 0 ce bit s'il souhaite écrire des données dans l'esclave. Donc, c'est-à-dire c'est lui qui va prendre la parole après et qui va échanger des données à destination de l'esclave. En conséquence, ce bit il va donc désigner qui a la parole. S'il le met à 1, par contre, c'est l'esclave qui va pouvoir échanger, parler au maître. Le maître n'enverra plus rien, c'est l'esclave qui enverra ces bits au maître. Donc 0, le maître parle, 1, l'esclave parle. C'est comme ça que l'I2C peut utiliser une seule et unique ligne pour communiquer dans les deux sens. Nous avons à présent envoyé un octet. On a 8 bits, 7 bits d'adresse plus le bit de read-write. Donc ça fait 8 bits. À partir de là, le maître il relâche la ligne SDA, la laissant flottante, comme on l'a vu avant. Elle revient donc automatiquement à l'état haut, par la résistance de rappel, comme on l'a vu. Par simplification, c'est pas présent sur ce graphique-là. Mais dans le principe, c'est ça que ça fait. Le maître, lui, il va attendre un bit d'acquittement, ACK, par l'esclave. Si l'adresse, en fait, est celle d'un esclave qui existe bien sur la ligne, dans ce cas-là, l'esclave, il a obligation de répondre à cet octet d'adresse qui vient de lui être envoyé, en mettant la ligne à l'état bas, signifiant en fait qu'il a bien reçu l'octet. C'est-à-dire, on dit qu'il acquitte. C'est pour ça qu'on parle de bit d'acquittement, c'est qu'il acquitte, ça veut dire qu'il confirme qu'il a bien reçu ce qu'on lui a envoyé. Le maître, il lit ce bit ACK. S'il est à l'état bas, donc à 0 volt, ça veut dire qu'il y a bien un esclave à l'adresse. Donc il existe bien. S'il lit à l'état haut, c'est que personne n'a répondu. Dans ce cas-là, il peut abandonner la communication, ça sert à rien de continuer, il n'y a personne. Vous avez peut-être déjà utilisé le programme I2C Scanner sur Arduino, qui permet de trouver les adresses des modules I2C connectés. Et bien en fait, ça fonctionne bêtement en testant les 128 adresses possibles en I2C et en regardant qui répond. C'est-à-dire quels esclaves mettent ce bit d'acquittement à 0. Voilà la magie qu'il y a derrière. Les octets qui vont suivre dépendent du read-write, selon ce qu'on a mis. Et si le maître l'a placé à 0, donc c'est le maître qui, comme dans cet exemple, le bit est à 0, donc c'est-à-dire qu'on write, donc c'est le maître qui parle. Le maître va envoyer ici que des 0, une commande avec que des 0. Et l'esclave qui va, à la fin, de la même manière, acquitter, en disant « Ouais, j'ai bien reçu ton message, j'ai bien reçu ton octet ». Donc c'est l'esclave qui va envoyer ce bit d'acquittement encore une fois que le maître aura envoyé son octet. Ce que envoie le maître ici, là par exemple commande, ça dépend vraiment le périphérique avec lequel il discute. Ça peut être l'adresse d'un registre ou bien toute autre chose. Ici dans l'exemple, voilà, c'est que des zéros.
Et quelque chose à savoir aussi, c'est que le maître, il peut choisir d'envoyer un seul octet, comme là, ou bien il peut envoyer plein d'octets pour écrire une configuration, par exemple. Recommençons la communication, en bas. Cette fois-ci de la même manière, donc on a la condition de start, qui est toujours présente, on envoie l'adresse de l'esclave, toujours la même, et cette fois-ci, on place le bit read-write à 1, à l'état haut. Ça veut dire que l'esclave va nous parler. On souhaite que l'esclave nous échange des données. Donc, l'esclave, ensuite, de la même manière, il acquitte qu'il a bien reçu ce bit-là et que c'est à lui de parler. Puis, il va envoyer les octets, les bits, que le maître lui a demandé dans la commande juste avant. Et cette fois-ci, c'est le maître qui va placer le bit d'acquittement, une fois qu'il aura reçu les données, à 0 pour faire comprendre à l'esclave qu'il a bien reçu l'octet qu'il a envoyé si plus d'un octet est transmis. C'est pas le cas ici. Ici, on transmet qu'un octet, donc on fait pas. Mais si on transmettait plusieurs octets, le bit de hack serait mis à l'état bas par le maître. Donc l'esclave enverrait les données, le maître acquitterait les données. La petite particularité qu'on voit ici, le NAC, c'est en fait toujours le maître qui décide quand il souhaite arrêter la lecture. Et il le fait en fait en laissant le bit hack à 1, en laissant la ligne à l'état haut, donc ça fait un NAC, note acquittement, pour que l'esclave en fait arrête de lui envoyer des bits. Et puis le maître, il termine sa communication de la même manière, enfin à l'inverse de la condition de start, avec une condition de stop, en remontant la ligne SDA à l'état haut, lorsque la clock est à l'état haut. C'est dense, l'I2C. On va voir un exemple après, mais est-ce que déjà vous avez des questions sur le protocole ? Ou vous êtes peut-être complètement paumé ? On va voir un exemple. Avec un module RTC DS3231. Ce module, c'est simplement une horloge électronique donc, qui compte en fait la date et l'heure. Elle a une petite pile bouton que vous voyez là, qui lui permet en fait de retenir une configuration donnée. Et tant qu'en fait la pile est bonne, l'horloge elle va compter le temps sans s'arrêter. Nous allons essayer ici de lire l'année de mon module DS3231 qui a déjà été configuré et qui est à l'heure. Donc premièrement, il faut se replonger dans la documentation de ce module-là. Notamment, on peut y trouver l'adresse I2C qui est détaillée dans la communication. Ici, c'est 1101000. Donc c'est à cette adresse-là qu'il faudra envoyer et communiquer pour pouvoir échanger avec ce module. Puis, on va trouver aussi, si on regarde les registres de temps, on va trouver que finalement l'année est contenue dans le registre à l'adresse 6 en hexadécimal. Elle est représentée sur 2 chiffres, comme vous le voyez en bas, de 0 jusqu'à 99, avec les 4 premiers bits qui va coder le chiffre des dizaines, donc dans notre cas ça devrait être un 2, et les 4 derniers bits qui va coder le chiffre des unités. Dans notre cas ça devrait être un 6, 2, 6, 26, 2026. Pour lire un registre, il faut regarder encore la datasheet. Et en fait elle nous détaille que il faut que le maître écrive à l'esclave l'adresse du registre qu'il souhaite lire, qu'il s'arrête, puis ensuite qu'il recommence la communication I2C en donnant la parole à l'esclave pour qu'il lui envoie des octets. Alors dans notre cas, le seul premier octet sera suffisant, puisque comme on demande de lire le registre de l'année et qu'on veut juste lire ce registre-là, on a juste besoin de lire la première donnée en fait. Sans plus tarder, analysons donc ce chronogramme de cet échange réel avec le module RTC.
Nous allons revoir tout ce qu'on a vu avant, ça va peut-être éclaircir certaines choses. Premièrement, le maître, il ouvre la communication en envoyant la condition de start, en plaçant la ligne SDA à l'état bas lorsque SL est en haut. Puis ensuite, il envoie l'adresse sur 7 bits du module RTC 1101000, l'adresse qu'on a vue avant, détaillée dans le datasheet. Donc c'est pareil que en SPI, en fait, à chaque front montant de la ligne SCL, on trouve un bit, on capture le bit de la ligne SDA. Donc si SDA est à l'état haut, c'est un 1. Si ici, par exemple, ici, c'est à l'état bas, enfin SDA est à l'état bas, donc on capture un 0. Le dernier bit, le bit read-write de cet octet est un 0, car c'est le maître qui va parler en écrivant en module RTC l'adresse du registre qu'il va souhaiter lire. En l'occurrence, notre registre de l'année. L'esclave acquitte, il confirme qu'il a bien reçu cet octet-là et qu'il est bien présent sur la ligne. Le maître envoie ensuite l'adresse du registre. Donc nous, c'était le registre 6. En binaire, donc on le code sur un octet, et en binaire 6 c'est 110. Donc on lui envoie notre adresse. L'adresse du registre, pardon. Puis l'esclave acquitte cet octet en plaçant la ligne SDA à l'état bas pour montrer qu'il a bien reçu en effet cet octet-là. Le maître met fin à la communication avec une condition de stop. Voilà, ça c'est juste l'envoi de la demande de lecture du registre. Maintenant que le module RTC sait quel registre on veut lire, il suffit de lui demander de nous renvoyer la donnée. Le maître recommence la communication avec une condition de start. Il renvoie l'adresse du module RTC de la même manière. Puis cette fois-ci, le bit read-write est à 1. Le maître souhaite lire la donnée, souhaite que ce soit l'esclave qui lui renvoie la donnée. L'esclave acquitte cet octet de la même manière qu'avant, en mettant la ligne à 0. Puis, il garde la parole et il envoie les données. Alors ici, il envoie l'année, donc 0010 qui correspond à 2 en hexadécimal, et 0110 qui correspond à 6 en décimal, pardon. Ouais, j'ai dit hexadécimal, pardon. Ah bon. Donc, les 4 premiers bits, c'est bien ce qu'on avait vu, codent l'unité des dizaines, le chiffre des dizaines, donc 2, et les 4 suivants, le chiffre des unités, donc ici, 6. On a bien 2026. Le maître précise ensuite à l'esclave qu'il souhaite mettre fin au dialogue, arrêter la communication, en plaçant du coup le bit ACK à l'état haut, donc ce qui fait un ACK. Puis il met fin à la communication avec la condition de stop. Voilà, vous savez tout sur l'I2C. Est-ce que vous avez des questions ? Tout, l'essentiel. J'en ai une. Yes, vas-y. Ouais, je m'y connais vraiment pas beaucoup, mais en gros, le SDA, les numéros binaires, il y a toujours le même nombre c'est toujours le même nombre du coup ? Au niveau de ce qui est échangé là ? Ouais. Toujours le même nombre, tu veux dire par quoi que ce qui est échangé est... Par exemple, l'adresse, il y en a toujours 7. Ouais, alors là, ouais, les adresses en I2C sont codées sur 7 bits. Il y a quelques normes qui diffèrent de ça. Il y a déjà eu du 10 bits, etc. Mais très souvent, c'est souvent du 7 bits. Donc en effet, ça va être la même taille. C'est finalement... en fait, c'est ça qui nous permet de garantir le protocole. C'est en disant que tout fait tant de taille. Donc en effet, l'adresse 7 bits, le bit de read-write, il fera toujours 1. Un bit d'acquittement, ça fera toujours 1. Les bits de données, ça fera toujours un octet. Donc après, il peut transmettre plus d'octets, si tu as envie de lire plus de choses. Mais tu vas transmettre par octet. Ouais. D'autres questions ? Donc Ryzen est en train d'écrire. Ryzen, ouais. Que se passe-t-il si on perd un bit à cause d'un parasite, par exemple ? Y a-t-il des astuces pour capter rapidement ce genre d'erreur sur une longue communication, une fois que tout est décalé ? Alors, ouais, si on perd un bit, c'est un peu compliqué. En effet, ça va décaler toute la communication et ça risque de mal se passer. L'I2C prévoit pas de mécanisme pour vérifier la donnée.
Euh, donc selon quel bit manque, bah, ça peut faire une mauvaise lecture de registre, ou une mauvaise donnée qui est lue, ou pas ou un mauvais acquittement. Malheureusement, ouais, il y a peu de choses. Et tu dis sur une longue communication, typiquement, alors là, j'ai pas parlé de longueur de communication, mais l'I2C est fait pour des communications quand même relativement courtes. Ça va aller donc 2 modules sur une carte électronique, typiquement, ou bien, allez, max une dizaine de centimètres, une carte qui est à côté, etc. On va peu l'utiliser pour vraiment connecter quelque chose à plusieurs mètres. Ça pourrait marcher, mais en effet, ça ferait des problèmes de communication sur la ligne, très certainement, ce qui ferait que il y aurait beaucoup d'autres problèmes qui seront générés. Ouais. Et n'hésite pas, Ryzen, si tu veux, je vois que tu as écrit mute, tu peux demander à prendre la parole, si jamais. Peut-être que ce sera mieux ou je sais pas, Du coup, il a comme vous répondu. préférez. Ouais, il a répondu longue dans le sens nombre d'octets envoyés, comme pour le paramétrage. Oui. Alors, en effet, il est possible. Bah là, si typiquement, si un bit est inversé, ça va être un peu problématique puisqu'en fait, ça va pas décaler. Mais en effet, s'il manque un bit et que le récepteur typiquement s'attend à quelque chose, il risque d'avoir peut-être quelque chose sur le bit d'acquittement, qu'à un moment l'acquittement sera pas relevé, et que du coup ça va arrêter la communication. Je connais pas trop ces systèmes-là d'erreurs en I2C, mais c'est vrai ouais, il n'y a pas ouais, y a pas de choses pour garantir le fait qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ça peut vite tourner au drame s'il se passe quelque chose. Ouais. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? Ok, et ben on va passer à la suite. Lorsque vous développez sur des microcontrôleurs, il est intéressant de feuilleter la datasheet car vous aurez des informations sur les protocoles supportés, les spécificités, les ajouts, voire même les rappels sur le fonctionnement. Là, ici, c'est un petit exemple avec l'Atmega 328P, le microcontrôleur 8 bits équipé dans les Arduino Uno R3 et avant. Par exemple, si je vais sur la page de l'I2C, alors qui est appelée TWI ou Two-Wire Serial Interface sur les Atmega, mais c'est la même chose. Vous allez retrouver typiquement les caractéristiques, que ça peut être maître et esclave en même temps, l'adresse de 7 bits, ce que tu disais des frais typiquement, up to 400 kHz, donc la vitesse de communication qui peut monter jusqu'à 400 kHz pour l'Atmega 328P. Vous allez avoir le format des conditions de start, de stop. Vous allez retrouver aussi des explications sur l'utilisation du bus. Tout ce qu'on a vu avant, là tout ce que je vous ai présenté, c'est rappelé dedans. Enfin même détaillé, j'ai envie de dire. Et même des exemples de code brut en assembleur et en C pour utiliser l'I2C. Alors, n'essayez pas de comprendre ces snippets de code, c'est de la manipulation de registres, c'est assez indigeste, bien qu'en vrai ça pourrait faire l'objet d'une masterclass, parce que ça reste intéressant. La datasheet, elle reste un élément essentiel pour comprendre comment utiliser le protocole avec son microcontrôleur, mais que ça soit l'I2C ou bien d'autres protocoles. J'ai pris l'exemple avec. Il existe également plein d'autres protocoles. L'UART, le SPI, l'I2C sont les principaux qu'on va retrouver dans le monde de l'embarqué et supportés par la majorité des microcontrôleurs. Mais typiquement, ils ne sont pas faits pour de la longue distance, pour des liaisons qui sont longues. On va plutôt utiliser, pour connecter, voilà ce que je disais, des composants d'un même PCB ensemble, quelques centimètres, dizaines de centimètres max, mais guère plus. C'est pas prévu pour vraiment sortir de la carte et aller faire autre chose. Sur un autre équipement plus loin, c'est pas fait pour. Mais il y a d'autres protocoles qui existent pour ça, notamment pour des usages plus spécifiques. Alors typiquement, vous avez le RS232 qui permet donc de transporter des trames UART sur des longues distances, donc quelques mètres jusqu'à plusieurs dizaines. Le OneWire aussi, c'est un protocole qui est maître-esclave, sans horloge, et avec seulement une ligne pour transmettre les données. Et ça peut faire de la longue, un peu de distance aussi. Le CAN, très utilisé dans l'industrie ainsi que dans l'automobile, qui permet l'échange de messages entre différents nœuds de longue distance
utilisant notamment une paire différentielle. Et bien d'autres, j'y passerai la soirée si je devais tous vous les nettoyer. Alors il y a Techno 3D qui demande à prendre la parole. Ouais, normalement tu as la Ouais, parole. aussi. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bon, s'il te plaît, j'aimerais savoir, lorsque tu parles de connexion UART, tu parles de la distance. Ouais. Si je communiquais mon microcontrôleur Atmega 308P avec une Raspberry Pi, Ouais. est-ce que ça sera, puisque les deux modules sont proches, est-ce qu'il y aura un problème de communication? Si c'est dans la dizaine de centimètres, voire même peut-être max le mètre, je pense pas qu'il y ait de problème. Ça dépend de la vitesse. Ce que je pourrais te conseiller, c'est d'avoir une vitesse plus faible. Par exemple, pas du 115 200, parce que le 115 200, ça peut aller assez vite. En fait, ce que vous avez avec... là, ça va rentrer dans l'électronique pure. Mais quand vous avez juste des simples câbles qui relient une carte à une autre, en fait, il y a tout l'environnement autour. Ce qu'émet les cartes, typiquement, bah voilà, il y a beaucoup de choses qui émettent sur un Arduino ou sur pire sur un Raspberry Pi. L'environnement autour, le téléphone, les ondes environnantes. Vous avez une chute de tension aussi, c'est-à-dire que la tension que tu auras au bout du câble sera un peu différente. Et en fait, c'est ça qui peut faire capoter la communication. Donc, donc voilà, dans la dizaine de centimètres, c'est pas trop un souci. Typiquement, bah, c'est la longueur des fils du pont, hein. Un fil du pont, pour connecter une breadboard à un Arduino, on le trouve voilà, à 10-20 cm. Très souvent, pas beaucoup plus. Ok, ok, d'accord. Bon, bien que j'ai déjà construit ma propre carte électronique et je connecte la Raspberry Pi dessus. Bon, Ouais. j'ai quelques soucis comme... Ah, ça a coupé quand t'as parlé. Je pense que t'as coupé. Ah, ok. Bon, il disait, lorsque je connecte ma Raspberry Pi à mon module électronique que j'ai conçu, j'ai quelques soucis de communication. Bon, je sais pas si c'est la pauvreté ou la mauvaise condition des fils, je sais pas trop, mais je Ouais. pense pas que j'ai fait d'erreur sur... Ok, bah écoute, pourquoi pas voir ça peut-être après la conférence, si tu veux en parler, ou même on va organiser sans plus tarder des ateliers justement pour pouvoir aider sur les projets. Donc ça peut typiquement être utilisé pour ça. Et ça permet de faire aussi un petit aparté, c'est que tu as moi j'utilise, et ça m'est très utile, des analyseurs logiques. En fait, c'est un petit boîtier qui permet, tu le branches avec des fils du pont, quoi, comme un Arduino finalement. Et ça permet de analyser, de lire une communication. Et finalement, tu vas pouvoir voir si est-ce que c'est ton échange, est-ce que tu n'échanges pas les bons trucs, ou est-ce que finalement c'est bien la ligne qui pose problème, qu'au bout de la ligne, tu n'arrives pas à voir bien tes données, que ce que tu transmets, tu n'arrives pas à le lire. Donc ça peut être utile pour débugger ça, tout comme un oscilloscope aussi, pour plus là voir le signal analogique. Mais là, c'est beaucoup plus cher. Bien qu'il y en a des pas trop chers. Mais c'est vrai que c'est très utile pour débugger ce genre de problèmes qui sont très chiants et très énervants. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions, Techno 3D. Peut-être Non, encore un crash. ça a l'air d'être bon. Ah bah non, il s'est mute. Ok. Bah écoute, je pense que c'est Ouais, bon. je redéplace dans l'audience. Ouais. Est-ce que... tac, tac, tac. Salut, Ryzen. Bah, de toute façon, Salut. cette masterclass touche à sa fin. Donc, bah, je vous remercie en fait de votre attention. J'espère que vous ayez compris les concepts essentiels sur l'UART, l'USPI, l'I2C. Si vous avez des questions, je suis disponible, il n'y a pas de souci. J'aurais aimé aussi avoir votre retour sur le sujet. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était dynamique? Surtout, est-ce que c'était compréhensible, en particulier pour ceux qui débutent? N'hésitez pas à donner votre avis. Je suis friand de ça. Et puis pour que je puisse adapter les prochaines masterclass en espérant qu'il y ait un peu plus de monde. Voilà, je vous remercie. Ouais, c'est vrai que là, il n'y avait pas grand monde, mais de toute façon, plus on a de monde d'actifs et tout, plus il y aura de monde aux conférences. Tout à fait. N'hésitez pas à être actif, hein. On peut vous aider même si vous avez une question en dehors de la conférence actuellement. Vous pouvez les poster il y a plein de channels, on est plein à répondre. N'hésitez pas, voilà. Ok, jeu vidéo qui écrit.
T'en as pensé quoi des frais? Bah écoute, moi je trouvais ça pas mal. Ouais. Après, étant donné que je suis pas du tout calé sur ces sujets-là, c'est assez compliqué de te dire au niveau du concret si c'était bien. Hmm. Et ça, t'as à peu près compris Mais quand même. ouais, j'ai à peu près compris, donc pour moi, je trouve que c'était vraiment bien. C'était vraiment pas mal. Très bien, merci. Et puis merci pour la conférence aussi, ça fait plaisir. T'inquiète. Il y a Galaxa 21 qui veut prendre la parole. Normalement, tu as la parole. Ouais, Ouais, allô, tout le monde Allô? m'entend bien? Ouais, on ouais, ça t'entend. va? Ouais, alors, bah, ça va nickel, écoute des frais. Moi, le seul point, alors, moi, je connais déjà un peu pas mal tout ce qui est communication de données, tout ça. Yep. J'ai déjà fait notamment des projets, j'avais monté une batterie de capteurs en I2C avec des modifications de registre, mais un bordel pas possible. Ouais, Toujours ça j'aime marrant de bien. démarrer un capteur au milieu de son projet. Juste, ouais, alors c'était franchement nickel. Compréhensible, tout ça. Juste, alors, c'est peut-être que mon avis, ça manquait peut-être un peu de démonstration physique. Yes. Quand tu parles effectivement des diminutions de tension au fur et à mesure de la distance et tout, t'es ingénieur, hein, je t'apprends rien. Mais il y a des formules, tout ça qui vont avec. Ouais, bien sûr. Alors l'objet de la com, c'était vraiment de faire de la conférence, c'est faire de l'électronique numérique et pas analogique. Parce que justement, les problèmes d'intégrité de données, ça touche plutôt à l'électronique analogique. En effet, tout ce qui est de niveau de tension, etc. Là, c'est vrai que je voulais pas complexifier. J'aurais pu montrer l'analyseur logique et le logiciel qu'il y a derrière. Le truc, c'est que derrière, il envoie peu d'informations. J'ai fait énormément toutes les trames en fait qui sont là. En fait, c'est de la notation manuelle. Sinon, en fait, je t'enlève tout et finalement, c'est peu compréhensible pour vulgariser le truc. Sinon, c'est une lecture sur un oscilloscope, quoi. Ouais, voilà, sinon c'est une lecture sans... Mais c'est pire encore l'oscilloscope parce que si t'as pas le décodage de données, en fait, t'as juste tes deux signaux et puis démerde-toi, quoi. Donc, Ah, c'est ça qui est marrant. alors c'est très marrant. Ah oui, c'est très marrant. C'est ce que j'ai voilà, mais il faut les clés pour pouvoir décoder. Et là, voilà, ce que j'ai donné, c'est les clés. Et c'est vrai que finalement, Oui, c'est ça. l'analyseur logique, en Mais fait, ce non, qui va ajouter derrière. Yes, tu disais, pardon. mais donc, ouais, bah nickel. Bah, merci beaucoup pour la conférence, du coup, quand même. Ouais, de rien, pas de souci. Mais quitte à faire un jour un truc un peu plus sur l'électronique analogique, pourquoi pas. Ça peut être Ouais, intéressant bah, aussi. avec plaisir. Bah, je retourne dans l'audience. Yes, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres tours? Il y avait Jeux vidéo qui était en train d'écrire un message. Je sais pas si tu souhaites l'envoyer ou pas. Il est toujours en train d'écrire, je pense. Très intéressant. Si tu préfères monter pour parler, comprends. tu peux, si jamais. Non, il disait Pareil. juste qu'il a dit que c'était un très intéressant, qu'il connaît pas le domaine, mais qu'il a tout compris. Ouais. Donc merci, c'est sympa. Ok. Bah écoute, parfait.